Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc dont j'ai envie de parler depuis un petit moment. Mais c'est un sujet très délicat, et deux, je n'avais pas trouvé une manière intéressante d'en parler. Bienvenue dans Système 1 et Système 2. Je vais utiliser le Système 1 et Système 2 pour te parler du sujet en question. Teaser. C'est quoi ce truc, Système 1, Système 2, et c'est quoi le sujet dont tu veux parler? Alors, assieds-toi, installe-toi bien, cette vidéo va être un peu plus longue, et on va prendre le temps ensemble. Parce que le sujet est important et mérite qu'on en parle bien, et pas simplement c'est méchant d'être méchant, soyez gentil, c'est mieux d'être gentil. Donc, on va bien prendre le temps et tout comprendre. Après cette petite introduction, présentation du Système 1 et Système 2. Je vais le résumer ainsi, le cœur au chaud et la tête froide. Et c'est comme ça que je vais en parler. En gros, notre manière de penser et voir le monde se passe en deux étapes. La première, Système 1, et la deuxième, Système 2. Bravo, GG, félicitations. Je pose ici un mot, heuristique. Le Système 1, c'est l'instant présent, à chaud, d'où le cœur au chaud. Et tu t'en doutes, le Système 2, c'est après l'instant présent, à froid, d'où la tête froide. On perçoit ce qui nous arrive et ensuite ça monte au cerveau. Oui, je suis pas en train de te faire un cours en neurosciences ou en sciences cognitives, c'est pas du tout un cours, et oui, le monde et la perception, c'est un peu plus compliqué qu'une simple vidéo YouTube. Merci Captain Obvious, tu as compris, on va faire de la vulgarisation. Et je reprends. Le système 1, que j'appelle le cœur au chaud, il représente notre réaction instantanée, à chaud, face aux stimuli du monde extérieur. Par exemple, on voit un truc ou on sent un truc, ah, ça sent le brûler. Ton système E va immédiatement te faire réagir, souvent avant même que tu n'aies pleinement pris conscience de ce qui se passe. Le système 2, en revanche, c'est la tête froide. Il intervient après le système 1, lorsqu'il est temps de réfléchir et d'analyser la situation. C'est quoi ce truc qui crame? C'est là que notre cerveau va essayer de comprendre l'information reçue en prenant du recul et en évaluant les données de manière plus rationnelle. Et le système 1, système 2, c'est de ça dont on va parler. Et en règle générale, ce sera ton cerveau, c'est pas ton copain. Notre cerveau n'est pas vraiment notre ami. Notre cerveau, il n'est pas là pour être notre meilleur ami. Il est là pour nous aider à être en vie, à rester en vie et à apprécier la vie qu'il a et la rendre plus agréable pour lui et pour toi. Et parfois, il fait des trucs contre-productifs et aussi des trucs contre-intuitifs. Alerte spoiler, c'est pas parce que tu vas mieux comprendre comment ça marche que tu vas pas continuer à te faire avoir. Il est rusé le cerveau. Par contre, comment tu t'es fait avoir et pourquoi on se fait berner par notre cerveau, ça peut nous aider à relativiser et à se sentir un peu moins bête face à nos propres réactions. Ça va pas changer le monde, mais ça peut améliorer ton monde à toi. En tout cas, moi, ça m'a aidé, ça continue de m'aider et j'ai envie de te partager ça. On revient au système 1 et système 2. Je te mets des liens en description, je vais faire le résumé Wikipédia en quelques secondes, mais tu t'en doutes, je vais pas te résumer des années de recherche et des milliers de travaux en un seul fun fact. Wikipédia nous dit le système de pensée, le système 1 et système 2, la paternité appartient à Daniel Kahneman. Je te mets le nom pour pas trop que l'écorcher. Le système 1 est rapide, intuitif et économe en énergie, mais sujet aux biais cognitifs et aux erreurs de jugement. Il opère principalement de manière automatique et inconsciente, reliant des concepts par association. Le système 2, plus lent et analytique, intervient dans des situations nécessitant concentration et effort. Il est responsable de la prise de décision rationnelle, mais sa capacité est limitée. Il peut entraîner de la fatigue cognitive. Le système 2, lorsqu'il est surchargé ou fatigué, il cède le contrôle au système 1, augmentant ainsi le risque de jugement biaisé. Kahneman et d'autres chercheurs par la suite soulignent l'importance de comprendre ces systèmes pour reconnaître et éviter des erreurs de jugement, bien que cela reste difficile en pratique. On peut illustrer ces concepts à travers des exemples tels que l'illusion de Müller-Lyer, je vais y revenir, et il met également en avant l'influence de l'aisance cognitive et des facteurs environnementaux, je vais y revenir, et aussi le basculement entre ces deux systèmes. L'illusion de Müller-Lyer, c'est ça. Si je te montre des flèches, cette illusion dans laquelle il y a un facteur environnemental dont tu n'as pas conscience, je vais en reparler. Si je te montre les flèches et que je te montre laquelle est la plus grande, tu diras en haut, en bas ou au milieu. Bref, tu vas choisir alors qu'elles ont toutes la même longueur. On a l'impression que celle du milieu est plus grande et c'est une impression système 1. Si on regarde de plus près et que l'on prend une règle pour mesurer système 2, eh bien on s'est trompé. Je te mets un lien Wikipédia en description pour que tu puisses vérifier à l'écran les flèches, qu'elles sont bien de la même longueur. Et parfois, le cerveau lutte pour ne pas dire « je me suis trompé ». Il veut rester accroché à sa première impression. J'ouvre une parenthèse pour compléter avec une autre illusion. Si tu veux être curieux, je te renvoie vers Yves Rossetti et je vais citer plusieurs fois, mais pas que, il y a d'autres liens en description. Yves Rossetti, Illusion et délusion et réalité de l'autre. Votre cerveau vous joue des tours, de Albert Mouquébert, et le cerveau fait son monde, illusion de la réalité. Je reviens sur le facteur environnemental.
Explication. Chez nous, en Europe, en Occident, cette illusion, l'illusion de Müller-Lyer, que la flèche est plus grande que les autres, est culturelle. C'est une illusion de culture, facteur environnemental. Chez d'autres cultures, dans d'autres régions de sur Terre, les Inuits, les Esquimaux ou des peuplades africaines, Zoulous, qui ont des maisons rondes, des igloos ou des huttes, ils voient que les flèches ont la même longueur. Leur cerveau, avec leur facteur environnemental, ne voit pas l'illusion. Ils distinguent tout de suite que les flèches sont identiques. Cette illusion rigolote, pour nous, ne fonctionne pas chez eux. Je continue avec Yves Rossetti, une illusion qu'il utilise en conférence, je la pompe sans honte. Quand une idée est bonne, elle appartient à tout le monde. Je vais te montrer une image d'un escalier, l'escalier de Schroeder. Je vais utiliser maintenant cette illusion et je vais en reparler plus tard. Je t'explique, je vais te demander de cligner des yeux plein de fois pour bien humidifier tes yeux, ta cornée, parce que je vais ensuite te demander de ne pas cligner des yeux pendant plusieurs secondes. Il faut que tes yeux soient bien humides pour rester ouverts un peu longtemps. Je vais te mettre en top, tu gardes les yeux ouverts, je te montre l'illusion et retop, à nouveau, tu peux cligner des yeux. J'insiste de ne pas cligner des yeux parce que l'illusion, justement, disparaît quand tu vas cligner des yeux. Voilà, c'est bon. Voilà l'escalier. Vas-y, cligne plein de fois des yeux. Tes yeux sont humides. 3, 2, 1. Illusion. Tu gardes les yeux ouverts. Je retourne l'escalier. L'escalier est à l'envers et tu peux cligner des yeux. Paf! Tu clignes des yeux, l'escalier est de nouveau à l'endroit. Tu peux rembobiner la vidéo, il n'y a pas de trucage de ma part. C'est une illusion de ton cerveau. Je te le refais et tu clignes des yeux quand tu veux. Tu es prêt? On humidifie bien sa cornée. On cligne plein de fois des yeux. 3, 2, 1, illusion. Je retourne l'escalier, on garde ses yeux ouverts, l'escalier est à l'envers et tu clignes des yeux quand tu veux. Tu gardes tes yeux ouverts et paf! Au moment où tu clignes des yeux, l'escalier revient à l'endroit. Ton cerveau ne veut pas changer d'avis. Il a vu un escalier et il veut pas voir l'escalier à l'envers, même si tu vois qu'on l'a retourné. Système 2, je n'en crois pas mes yeux, alors que non, on devrait dire je n'en crois pas mon cerveau. Le système 1 a vu un truc, l'escalier, et le système 2 l'analyse, ce que toi et moi on vient de faire. On a bien vu qu'on retourne l'escalier, on a bien compris que c'était une illusion, système 2 a froid, et pourtant c'est le système 1 qui prévaut. Parce que en vrai, dans la vraie vie, tu vois jamais un escalier à l'envers. Tous les escaliers que tu vois, ils sont à l'endroit. Donc le système 1 dit à ton système 2, écoute mec, j'ai jamais vu d'escalier à l'envers, c'est toi qui te gourres. Et le système 2 lui répond, ouais, c'est pas faux. il n'y a aucune raison logique pour que l'escalier soit à l'envers. Et au fond, il n'a pas tort, le système E. Donc, économie d'énergie. Tu as peut-être entendu parler du fameux rasoir d'Occam, éliminer des explications non nécessaires d'un phénomène. Pourquoi faire compliqué un escalier à l'envers alors qu'on peut faire simple? Tous les escaliers que je connais sont à l'endroit. Bon, dans notre cas, c'est plutôt le rasoir d'Anlon. La définition de Wikipédia ne me plaît pas vraiment, je la trouve trop restrictive et accusatrice, mais je te la mets. Ne jamais attribuer à de la malveillance ce que de la bêtise suffit à expliquer. Je préfère la réinterpréter et exclure la malice de cette manière-là. Il faut éviter d'attribuer gratuitement à de mauvaises intentions ce que l'ignorance suffit à expliquer. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que les mauvaises intentions de l'autre sont peut-être les bonnes intentions à toi. Alors, si c'est pour envoyer un tweet ou une crotte de nez à une personne et faire passer l'autre pour une imbécile, la définition de Wikipédia ou de Michel Rocard suffisent amplement. Maintenant, si tes intentions sont un peu moins mesquines et un peu plus louables, au choix, je préfère mon interprétation. Et cette parenthèse pourrait même me traîner trop loin, je le note et j'essaierai d'en faire une vidéo à part. Et je finis cette parenthèse rigolote sur les illusions. Après cette longue intro et présentation du système 1, système 2 et plus largement ton cerveau c'est pas ton copain, j'aimerais aborder le sujet dont j'ai envie de te parler en utilisant le fameux système 1, système 2 et d'autres illusions de notre perception. La carte n'est pas le territoire. Alfred Korzybski. Si tu me découvres, merci et bienvenue. Si tu me connais déjà, merci et aussi je vais me répéter. La première chose importante que je vais mettre en place ici, c'est l'écoute. On écoute pour comprendre, pas pour répondre, ni se moquer, ni répondre en se moquant. Écouter, ça veut dire se taire et écouter. Personne ne prend personne de haut, ni d'un ton supérieur ou hautain, ni avec mépris. Si c'est OK pour toi, on prend le package et on y va. Explication des concepts et des thèmes sociaux sensibles. Depuis un petit moment, j'ai envie de te parler de l'antisémitisme en général et du fait que plein de personnes ont peur, qu'ils sont choqués par ce qui se passe à Gaza en ce moment, mais pas que. Je ne savais pas comment aborder le sujet et une réaction récente de Bruce Ipensé Benaram dans une conversation publique Twitter, il a expliqué son ras-le-bol face à la pression de devoir toujours répondre en tant que juif dès que des sujets antisémites sont abordés. Bref, a réagi à un article de Michel Izanavissu, je vais peut-être écorcher le nom donc je te mets l'orthographe exacte, qui exprimait une frustration similaire. Pourquoi il faut toujours ramener le débat de Gaza lorsqu'on parle d'antisémitisme? Il se sent obligé de représenter tous les juifs, comme si critiquer la politique de Benjamin Netanyahou revenait à attaquer l'ensemble de la communauté
communauté juive. Bruce souligne un point important. Cette habitude de rappeler constamment l'appartenance religieuse ou ethnique des individus dans des discussions publiques peut devenir une forme de harcèlement, une manière de réduire l'identité de quelqu'un à une seule dimension. C'est profondément injuste. Ça peut s'appeler de l'antisémitisme dans ce cas-là. Et beaucoup de gens ont peur de se faire insulter d'antisémitisme, les goïs comme les feuges. C'est un sujet complexe, souvent lié à des perceptions biaisées et à des réactions émotionnelles. Système 1, système 2, on y revient. Mais c'est plutôt bon signe d'avoir des réactions émotionnelles, ça veut dire que tu as des émotions. Alors des émotions et de l'empathie, c'est vraiment un bon signe que tu as de l'humanité en toi. Félicitations, tu es un être humain avec des émotions. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on va tout de suite mettre les pieds dans le plat ensemble. Si je dis « Eh, on arrête de tuer des enfants », à Gaza, c'est pas antisémite. Si je dis « Viens, on arrête de détruire des hôpitaux remplis de blessés », à Gaza, c'est pas antisémite. Point. Si je dis « Bruce », y penser, fait une erreur grossière dans sa vidéo à cet endroit-là, ben c'est pas antisémite non plus. On part ensemble sur ces bases saines. Ni toi ni moi, on n'est pas idiots. Certains discours politiques, mais pas que, détournent le terme antisémite pour faire taire les critiques de la politique d'Israël, en affirmant ne pas soutenir Israël inconditionnellement est antisémite. Et d'autres font du drift encore plus flagrant avec le mot antisémite. On va y revenir. On revient aux bases, la nature de l'antisémitisme et du racisme. Maintenant, le mot antisémite, qu'est-ce que c'est être antisémite? En gros, c'est vouloir du mal ou faire vraiment du mal aux juifs ou les deux. Faire du mal, c'est physique. Frapper les gens, des agressions, des coups, mais pas que physique. Les réseaux sociaux, cyberharcèlement, ou même le bon vieux harcèlement classique. Les insultes, les brimades, ça compte aussi. Cependant, il est crucial de ne pas confondre la critique d'une politique avec le racisme. L'antisémitisme, comme toutes les formes de racisme, doit être combattu. Il est tout aussi important de reconnaître quand ce terme est utilisé de manière malhonnête pour étouffer les débats légitimes. Je place ici deux mots. La fenêtre d'Overton et la baie vitrée de Netanyahou. On va y revenir, mais je te résume, une certaine politique détourne le mot antisémite pour lui faire dire « si tu ne soutiens pas sans aucune condition la politique d'Israël, alors tu es antisémite ». C'est pas une caricature, c'est une citation officielle de la part de plusieurs représentants, des élus, membres de notre gouvernement, notre soutien inconditionnel. À qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre soutien inconditionnel. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est la troisième personne la plus importante en France, après le président de la République et le président du Sénat, ou les chefs de l'armée, mais côté démocratique, elle est dans le top 3, top 5 des personnes les plus importantes en France. Et on revient à la base de la base. Pour de vrai, l'antisémitisme est une forme de racisme. J'en ai parlé dans une autre vidéo. En gros, il y a le racisme. Des gens qui sont convaincus que des races sont élues ou supérieures, donc elles doivent être au-dessus des autres races. Or, races inférieures, avec des droits inférieurs, exemple l'apartheid, séparer des populations par des murs, ou par des droits inférieurs, exemple interdire les mariages avec une autre religion différente de celle de l'État, ou bien obliger les gens à aller au fond du bus s'ils sont d'une autre couleur. Parmi le racisme, il y a l'anti-ziganisme, ceux qui détestent les tziganes, les gens du voyage. Il y a ceux qui sont xénophobes, qui détestent les Chinois et les Asiatiques de manière générale. Il y a la fameuse islamophobie, qui ne dit pas son nom. En fait, ce sont ceux qui détestent les musulmans, les arabes. Je vais pas tous les citer. Et parmi toutes les formes de racisme, il y a les gens qui détestent les juifs, le fameux antisémitisme. Et il y a encore plein d'autres formes de racisme. Alerte spoiler, ici, en tout cas pour moi, il n'y a pas de racisme supérieur aux autres. Par exemple, mettre l'antisémitisme au-dessus des autres formes de racisme, c'est du racisme. Faire une hiérarchie, raciser l'antiracisme, c'est du racisme. Tu en fais ce que tu veux, mais voilà, c'est mon point de vue. En revanche, on peut prioriser les actes et les urgences. Il y a des périodes durant lesquelles la population va s'acharner plus et plus violemment sur une autre minorité de la population. Exemple, au cours des années 1875-1914, les cafés étaient interdits aux chiens et aux Italiens. Il y avait une grosse italiophobie, une autre forme de racisme. Aujourd'hui, en 2024, 100 ans plus tard, ça nous paraît aberrant et choquant et salé. C'était choquant en 1900 et ça reste choquant en 2024. Et aujourd'hui, en France, en 2024, à cause des massacres à Gaza et la politique destructrice du gouvernement israélien et à certains intellectuels en France, ces politiques sionistes font du mal à la population juive. En 1900, les Italiens étaient maltraités, mais aujourd'hui, en 2024, il n'y a pas vraiment urgence à lutter contre l'italiophobie. Mais il y a urgence à aider les juifs de France. On peut pas trop agir en Italie ou dans d'autres pays, mais on peut agir en France. Et donc, j'avais envie d'utiliser le système 1 et système 2 pour parler de ce sujet ô combien difficile. Premièrement, j'ai confiance en toi et je pense vraiment que tu es une personne intelligente. Avant de commencer, je tiens à mettre quelque chose au clair ensemble. Il n'y a pas que les baleines qui peuvent lutter contre le massacre des baleines. Si je te dis « Eh, si on arrêtait de tuer les baleines », je suis pas une baleine et je reste légitime pour lutter contre le massacre des baleines. Il n'y a pas besoin d'être une baleine pour lutter contre le massacre des baleines. On est OK là-dessus, tu le gardes en tête et on va le faire comme un mantra.
Je voulais réagir à Bruce y penser Benharam. Alors attention, c'est pas du buzz, c'est pas du cloche, et certainement pas du putaclic. C'est juste que j'aime bien y penser, les vidéos, et j'aime bien le mec, la personne de Bruce, en dehors de ses vidéos, ses interviews, ses positions, etc. Et j'avais envie de parler depuis longtemps de l'antisémitisme, et je savais pas comment le faire. Le tweet de Bruce, et plusieurs m'ont aidé et m'ont inspiré. Je pose un petit truc ici, là. Débattre sur Twitter, sur X, c'est comme pisser dans un harmonica. C'est aussi utile que dans un violon, mais en plus, il n'y a pas la place. Donc ouais, c'est pas sur X Twitter qu'on va pouvoir papoter ensemble. J'en ai parlé plus tôt avec le rasoir d'Allon. Une punchline en 200 caractères, c'est ok. Mais expliquer calmement une idée préconçue, ça va être velours. D'où cette vidéo. On va prendre le temps, on va s'accorder le temps d'écouter, de s'écouter. J'insiste, on écoute pour comprendre, pas pour répondre, ni se moquer, ni répondre en se moquant. Comme je l'ai dit plus haut, Bruce a réagi à un tweet de notre ami Antoine de Code National, et il réagit à un article de Michel Izanavitsu. Je te remets l'orthographe pour pas l'écorcher. Bruce, Antoine et Michel sont juifs, et on s'en fout. Moi, en tout cas, je m'en fous. Je veux dire par là, avec tout mon respect, ils pourraient être bouddhistes ou animistes, j'aimerais quand même leur travail et leur personnalité. Tant qu'ils ne font rien d'illégal, viol par exemple, moi c'est ok. Je reviens un peu en détail sur les réactions de Bruce par rebond à Michel, et ils en avaient dessus, et voilà l'impression qui est dénoncée. Il se sent obligé de répondre en tant que juif, en gros d'être juif avant tout. Il se sent opprimé, oppressé par exemple. Pour lui, le procès de la politique de Netanyahou, c'est le procès d'Israël, donc de tous les juifs, au lieu de simplement faire le procès de l'extrême droite. Je suis de son avis, pourquoi un connard? Le juif ne pourrait pas être juste un connard. Pourquoi chaque juif qui dit ou fait une connerie, il doit embarquer tout le peuple juif avec lui? Ça, c'est une partie des propos de Izanavitsu. Comme d'habitude, tu as le lien en description si tu es curieux pour aller plus loin. Pour répondre, je vais utiliser le système 1 et le système 2. La réponse a priori et les réponses un peu plus réfléchies, système 2. La bonne nouvelle, c'est 1, c'est pas incompatible, et 2, les réponses de l'un ne vont pas exclure les réponses de l'autre. Elles peuvent et elles vont se compléter, elles vont pas s'annuler. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'insiste pour dire ça. L'un n'annule pas l'autre. Car j'ai pu constater chez Bruce, mais pas que chez lui, Milner le fait par exemple, il y a aussi plein de gens qui le font. Alors attention, c'est peut-être de moi. C'est peut-être moi qui suis sensible à ces biais. Il ne faut pas du tout écarter le fait que moi je suis un être humain. Je veux bien admettre volonté que je suis sensible, comme beaucoup d'êtres humains. Et donc j'insiste, l'un n'annule pas l'autre. Je vais utiliser Bruce parce que je l'aime bien et j'espère qu'il ne m'en voudra pas. J'ai remarqué que lui et d'autres font du A ou B. C'est-à-dire par là que c'est soit A, soit B, mais il est impossible que ce soit A et B. A annule B, B exclut A. On appelle ça un faux dilemme. Et on l'a vu avec George W. Bush, avec nous ou contre nous. Either you are with us, or you are with the terrorists. Et cette vidéo, Bruce, il la connaît. J'ai remarqué, avec des tweets de Bruce, que le ou se réduit à 2 réponses. Bruce est ingénieur informatique, il connaît la logique booléenne. Alors, ou, c'est 4 choix. Tu as choix 1, ni A, ni B, aucun des deux. Choix numéro 2, A et pas B, c'est un des deux. Choix 3, c'est B et pas A, c'est un des deux, donc du coup c'est l'autre. Choix numéro 4, c'est A et B, c'est les deux en même temps. Et bien souvent, des gens réduisent ça à A ou B. Ils oublient, je sais pas pourquoi, ils oublient la moitié des autres réponses. C'est aucun des deux, ni A ni B, et ils oublient, ça peut être les deux en même temps. Je ne sais pas si ça vient de moi, je prends toujours en considération les 4 possibilités, ou si ça vient des autres, qui oublient la moitié des réponses possibles. Je ne sais pas de qui ça vient, mais j'ai remarqué avec l'aide de Bruce, peut-être que ça vient de Twitter, et que ça vient pas du tout de Bruce, c'est possible aussi. Bref, tout ça pour dire que si on te dit A ou B, il ne faut pas oublier aucun des deux, et il ne faut pas oublier les deux ensemble. Dans A ou B, il y a 4 réponses, et pas 2. Donc voilà, si toi tu te trouves face à une personne qui te fait un cadrage en utilisant le faux dilemme, eh ben tu peux quand même t'en sortir en répondant aucun des 2 choix que tu m'imposes, ou bien les 2 en même temps. Et avec l'habitude, tu peux même sortir du cadre et offrir une 3e possibilité, un 3e choix que la personne ne voyait pas elle-même, à utiliser uniquement si tu t'en sens capable et avec beaucoup d'expérience. Par exemple, pour le discours de George W. Bush, avec nous ou contre nous, ça peut donner « Je suis contre les terroristes qui tuent des gens et je suis contre la volonté des USA de faire la guerre et de tuer des gens aussi. » Les 2 en même temps. L'un n'annule pas l'autre. Cette parenthèse va nous aider à mieux comprendre la réaction au tweet de Bruce. Je te montre. Alors, 1. J'ai masqué le pseudonyme de la personne, mais comme dirait Alain Chabat, il dit qu'il voit pas le rapport. Michel Izanavitsu parle de lui, de son ressenti à lui. C'est totalement subjectif et c'est assumé comme tel. C'est mon point de vue à moi et je te le partage avec toi dans le journal.
Point. Donc, le pseudonyme que j'ai masqué, pour toi, c'est 0 sur 20. Tu es hors sujet. Mais ce qui va nous intéresser, ce qui m'intéresse à moi, c'est la réponse de Bruce. J'insiste, j'aime beaucoup ce qu'il fait et l'être humain qu'il est. Et j'ai pas envie qu'on croie que c'est du buzz du clash. Je veux simplement utiliser son intelligence à lui pour parler d'un problème sérieux et grave grâce au système 1 et au système 2. Système 1, réaction à chaud. Bruce répond pourquoi ce besoin quand on parle d'antisémitisme de parler de Gaza. Quel lien fais-tu pour croire que le sujet sont liés? Je ne réponds pas directement, on va y revenir dans un moment. Pour l'instant, Bruce rejoint Michel Izanavicius sur ce point. En gros, être juif avant tout. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, aux yeux des gens, ils se sentent juifs avant toute autre chose. Je caricature, mais si Bruce dit un truc, on va lui faire une réponse dans laquelle on va lui rappeler qu'il est juif. Attention, caricature en cours, Bruce dit bonjour, l'autre lui répond « Eh, tu dis ça parce que tu es juif !» Bah, c'est con, c'est cucu, c'est bébête et c'est débile. C'est cucu, c'est con, c'est bébête et c'est débile. Voilà, ça peut être pénible, c'est vraiment chiant à la longue, et quand ça devient une habitude, cette habitude s'appelle antisémitisme. Maintenant, système 2, réflexion à chaud. J'insiste, je trouve Bruce intelligent et réfléchi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'être en colère. Je comprends que lui, ou ils en avaient dessus, ou Decaune, ou d'autres juifs, en est plein le fion. Et oui, on peut appeler ce ras-le-bol du harcèlement, de l'antisémitisme. Système 2, Bruce a déjà parlé de questions de perception dans une vidéo. Ton cerveau, c'est pas ton copain, et moi, je t'ai mis d'autres vidéos en lien si tu es curieux. Tu te souviens? Heuristique. Il existe plein de biais cognitifs parmi lesquels la fenêtre d'Overton. Ça, c'est du système 1. Quelqu'un fait un discours, tu écoutes, tu t'en rends pas compte, mais parmi les arguments, la personne ouvre une fenêtre d'arguments illégitimes, fenêtre d'Overton, ou la baie vitrée de Netanyahou. Des idées, des allégories, des opinions considérées comme plutôt acceptables pour toi et l'opinion publique, on est tous d'accord là-dessus, et tu t'en doutes, système 1, la personne va passer en dessous du radar de ton intention, et elle va te faire passer des idées que tu vas pas accepter a priori. Normalement, avec ton système 2, avec de l'analyse et de la compression, tu vas dire, ces idées-là, elles sont pas acceptables. Tout à l'heure, moi, j'ai utilisé l'illusion de l'escalier de Schröder. On est tous d'accord, l'escalier est à l'envers, c'est évident, c'est indiscutable. Et je vais te mettre en condition. Je vais créer une fenêtre d'Overton, j'ouvre ton esprit, je te prépare, et paf, l'escalier est à l'envers, et tu l'acceptes. Il n'y a rien de choquant. Je t'ai préparé, je t'ai demandé de jouer le jeu, je t'ai demandé de cligner des yeux pour humidifier ta cornée, je t'ai demandé de pas cligner des yeux, et paf, l'escalier est à l'envers, fenêtre d'Overton. Bon. Moi, je suis pas mal intentionné. Je t'ai dit, ok, recligne des yeux, et l'escalier est revenu à l'endroit, et comme un magicien, je t'ai partagé le tour de magie avec toi. Mais dans la fenêtre d'Overton, la personne ne fait pas ça. Elle veut te faire accepter des choses que tu n'accepterais pas si on te les présentait avec honnêteté, et si on te montrait les avantages et les inconvénients. Tu as le droit de choisir librement, d'accepter ou pas, mais dans ce cas précis, la personne te prive de ce choix. La personne mal intentionnée fait exactement comme moi. Moi, je t'ai demandé de garder les yeux ouverts. La personne mal intentionnée va te demander de garder ton esprit ouvert. Ça, c'est un indice fort. Avoir l'esprit ouvert et tout son champ lexical. On vient de parler de la fenêtre d'Overton, mais il y a surtout la baie vitrée de Netanyahou et d'autres intellectuels en France. Je te mets un extrait de J.C. Milner, directement lié à l'antisémitisme, c'est le thème de la soirée. Le lien de la conférence en entier est en description. Non, je ne fais pas du hors contexte. Non, je ne sors pas les propos de Milner de son discours. C'est un extrait fidèle des propos de Milner. Taxer les riches, donc taxer les juifs. Taxer les riches. Oui, certes, mais on peut en faire la majeure d'un syllogisme. Taxer les riches, or les juifs sont riches, donc taxer les juifs. Il dit qu'il voit pas le rapport. Comme tu le vois, Milner utilise le mot syllogisme. Non, c'est pas un syllogisme, c'est un sophisme. Mais on peut en faire la majeure d'un syllogisme. Taxer les riches, or les juifs sont riches, donc taxer les juifs. Parmi les raisonnements, système 2, il y a plusieurs types de raisonnements. Le plus louable, c'est le syllogisme. C'est un raisonnement rigoureux, déductif, logique, qui met en relation des propositions et permet d'en déduire honnêtement et sans triche, avec logique, un résultat incontestable et vérifiable. Vrai, exact. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4. Je peux en déduire que 1 plus 1 plus 2 égale 4. C'est un syllogisme, c'est difficilement contestable. Aucune des prémices n'est fausse, ou invérifiable, ou irréfutable. Et maintenant, voici ce que fait Milner. Taxer les riches, donc taxer les juifs. Il ne l'a pas dit, mais on l'a tous entendu. Taxer les riches, c'est antisémite. Ça, c'est l'art de ne pas dire. Ensuite, il y a le contexte. En France, au moment du discours, il y a le NFP, le nouveau Front Populaire, qui propose de taxer les plus riches, les millionnaires et les milliardaires. Ça, c'est pour le contexte politique et social. Si on dit à Mbappé, eh mec, tu as 100 millions d'euros, au lieu d'avoir 100 millions, tu auras 80 ou 70, je sais pas ce que tu en penses, mais il doit pouvoir finir le mois sans trop de difficultés avec seulement 70 millions d'euros. Je ne vais pas surinterpréter.
En revanche, ce qui est certain, c'est que dans la salle, face à Milner, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au RSA. Il parle de richesse, pas de pauvreté. Il ne s'adresse pas aux pauvres, il s'adresse à son auditoire, qui sont des gens riches. Ça, c'est pas un avis, c'est des faits et je le partage avec toi. On en revient à la fameuse prémisse « les juifs sont riches ». Ben ça, c'est faux. Tous les juifs ne sont pas riches. Ça, c'est un cliché, ça porte nom, c'est très exactement des propos antisémites. Si un goy tient ses propos, c'est antisémite. Et la bonne nouvelle, si un juif dit la même chose, ça reste antisémite. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On revient au syllogisme. Dans le discours de Milner, ce n'est pas un syllogisme. La prémisse est fausse. Tous les juifs ne sont pas riches, donc aucun rapport avec taxer les riches. Un juif pas riche ne va pas être taxé. Il n'y a aucun antisémitisme à mettre en force ici. Un indice fort, en règle générale, ces gens malhonnêtes te disent exactement ce qu'ils vont pas faire. Ici, Milner nous dit c'est un syllogisme. Tu peux rapidement, système 1, te dire ce n'est pas un syllogisme. Ensuite, avec ton système 2, tu peux chercher ce que c'est d'autre à part un syllogisme. Si nous, on reste honnête et sans trop simplifier, on peut avoir affaire à un paralogisme ou à un sophisme. Un paralogisme, c'est une erreur de raisonnement. Tu fais un raisonnement, ça te paraît logique en toute bonne foi et tu fais une erreur quelque part sans t'en rendre compte. Paralogisme, c'est une erreur pas volontaire. Exemple, Milner, juif, est ultrationniste. Bruce Benaram est juif, donc Bruce Benaram est ultrationniste. Tu vois que là-dedans, il y a un truc qui va pas. Désolé Bruce, c'est faux. Ne sortez pas cette phrase de son contexte. Il n'y a rien qui peut dire que Bruce est ultrationniste. En revanche, je peux dire le contraire. C'est Bruce lui-même qui le dit. Bruce dénonce les massacres en Israël, la colonisation, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté. Bruce n'est ni sioniste ni ultrationniste. Mon raisonnement était faux. Ça peut être une erreur de raisonnement ou bien une conclusion hâtive. Système 1. Et le sophisme, c'est une erreur délibérée dans un raisonnement avec l'intention de tromper ou d'induire en erreur. Argumentation à la logique fallacieuse. Moi, j'aime bien le mot fallacieux. Ici, Milner fait un sophisme. Milner est philosophe, c'est son métier de connaître la différence entre syllogisme, sophisme et paralogisme. Son discours n'est pas improvisé, il l'a écrit, il l'a réfléchi. Il n'y a aucune erreur, et c'est parfaitement ce qu'il fait, c'est maîtrisé. C'est pas une erreur involontaire, c'est de la tromperie, et c'est malhonnête de sa part. Alors oui, attention, accroche-toi, car Milner va continuer son drift à la NSLD, taxer les riches, NFP, c'est antisémite, mais il va continuer encore plus loin et beaucoup plus grave. Oui, mais les juifs sont des massacreurs, donc mort aux juifs. Là, Milner vient de dire au KLM, laissez Israël, le peuple juif, massacrer des gens. Milner le dit, les juifs sont des massacreurs. C'est lui qui le dit. Donc, mort aux juifs. Ça, on l'a déjà vu. Tu le sens, le sophisme bien profond dans ton cerveau? Je traduis, je te le fais au ralenti. Ne pas laisser Netanyahou poursuivre sa politique de massacre, c'est, selon Milner, qui utilise le mot massacre, s'opposer à des massacres à Gaza égale vouloir la mort des Juifs, selon Milner. Tu la vois la mauvaise foi au premier degré? Ne pas tuer des enfants gazaouis, ça veut pas du tout dire mort aux Juifs. Dire non au massacre, ça veut dire non au massacre. Point. Et c'est pas antisémite. Comme taxer les riches, ça veut dire taxer les riches et pas autre chose. Dire non au massacre, ça veut dire non au massacre et pas autre chose. En revanche, affirmer « il faut laisser Israël continuer ses massacres sans rien dire », ça, c'est ultra-sioniste. Pour un marteau, tous les problèmes prennent l'aspect d'un clou. Pour un sioniste, tous les problèmes, c'est l'antisémitisme. Je reviens à Bruce, Antoine, Michel et toutes les femmes qui ne s'expriment pas, ou celles qui s'expriment, à ceux qu'on insulte comme étant des détraqués ou des délinquants antisémites, des juifs antisémites. Bien entendu qu'on va dire de Decaune ou de Izanavitsu ou de Bruce qu'ils sont antisémites si ils disent à voix haute « je suis pas très d'accord pour tuer des enfants ou détruire des hôpitaux pleins de blessés à Gaza ». On va leur dire à eux que ce sont des traîtres, des juifs traîtres. Ça, je vais essayer d'en reparler en conclusion, j'espère avec un point de vue un petit peu plus léger. Je reviens en détail sur la réponse de Bruce. J'ai pas répondu tout à l'heure. Pourquoi ce besoin, quand on parle d'antisémitisme, de parler de Gaza? Quel lien tu fais pour croire que les deux sujets sont liés? Je viens d'essayer de l'expliquer parce que justement, ce sont des sionistes, des ultra-sionistes qui utilisent le mot antisémite comme arme de dissuasion, de procédure bâillon pour faire taire les gens. Les goïs, mais aussi les juifs eux-mêmes. Alors, je suis paresseux. Je vais pas aller chercher les gens complotistes du 24 ou des groupes obscurs de Telegram dans lesquels il faut lire entre les lignes. Je vais prendre le discours d'un mec connu, Emmanuel Macron, tu dois le connaître en principe. Je te mets le lien du discours en entier, encore une fois, je ne fais pas du hors contexte, je ne vais pas détourner les propos, je mets une loupe et je résume un propos pour mieux comprendre ce qu'il dit, pour ne pas le trahir ni le pervertir. Ça date de 2019, d'il y a 5 ans, au congrès du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. C'est un discours officiel du président de la République. Ce n'est pas un paralogisme, il y a des gens sérieux qui ont écrit le discours. Les mots sont réfléchis, ils sont posés. Tu vas entendre un beau gros sophisme des familles, comme celui de Milner tout à l'heure. Il va utiliser la fameuse fenêtre d'Overton, il va élargir le discours plutôt consensuel. L'antisémitisme c'est mal, il faut pas le faire, et il va le faire dire autre chose. Alors attention, ça va aller très vite, ne clignez pas des oreilles. D'abord, nommer le mal. Qui ne voit que l'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme?
L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Ben, bien sûr que non. L'antisionisme, ce n'est pas de l'antisémitisme. Taxer les riches, c'est taxer les riches. Arrêter les massacres, c'est arrêter les massacres. L'antisionisme, c'est l'antisionisme. Là, ce que vient de faire Macron, c'est la fameuse fenêtre d'Overton ou la bévité de Netanyahou. L'antisémitisme, c'est vouloir du mal aux juifs, c'est une forme de racisme. Il ne faut pas le faire, c'est illégal, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, c'est condamné par la loi. De manière générale, de manière morale, humaine, c'est mal. Le sionisme ou le macronisme, donc l'antisionisme ou l'antimacronisme, c'est de la politique. Ce sont très exactement des opinions. Ce sont des opinions politiques. Et ce n'est pas un délit. Être anti-sioniste, c'est être contre la politique d'ultra-droite, sioniste, point. Non, critiquer un personnage politique, même s'il se prend pour Jupiter ou pour un être élu, ce n'est pas une forme de. Quand on critique Macron, anti-macroniste, personne n'est anti-français. Et nulle part dans la loi, ce n'est un délit. Être anti-macroniste, ni contre la politique, ni que ce soit. C'est peut-être même parce que tu penses être patriote que tu critiques Macron et la politique de Macron. Critiquer Macron, critiquer sa politique, c'est pas être anti-français. Et ce n'est pas non plus un délit. Spoiler, être critique à l'écart de Bibi Netanyahou et sa politique, c'est pas être antisémite. Être antisioniste, c'est exactement le contraire de l'antisémitisme. Parce que justement, tu sais faire la différence entre la politique, la religion et le reste. En usant et en abusant de ce discours du président, mais repris par d'autres intellectuels comme BHL, Enthoven et Milner. Je le dis depuis 1982. Depuis 1982, dans un livre qui s'appelait Questions de principe, j'ai écrit que la seule forme moderne possible d'antisémitisme, c'est l'antisionisme. C'est la haine d'Israël ou tout simplement sa délégitimation. Voilà. Ben, je crois qu'on en est là. Depuis 2019, ça fait 5 ans que ce discours est usé et abusé. La seule forme possible d'antisémitisme, c'est l'antisionisme. Cette fenêtre d'Overton, il est illégal de sortir du cadre défini par le chef de l'État. D'autres intellectuels, Macron et d'autres par la suite, transforment un délit. L'antisémitisme, qui est une forme de racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit, et la loi le punit, le racisme, l'homophobie et aussi l'antisémitisme. Le sionisme, c'est de la politique, et la politique, c'est un peu la base de la démocratie. Et par magie, ça devient un délit. Cette magie noire, rhétorique, ça s'appelle fenêtre d'Overton. On transforme une opinion politique, l'antisionisme, en un délit, l'antisémitisme. Ici, je ne parle pas d'une vidéo YouTube de Bruce vue une fois par 1 million de gens. Je te parle de passages à la télé vus par des millions de gens plusieurs fois. CNews, c'est 3% de part d'audience, ça fait environ 3 millions de téléspectateurs. Au début, je t'ai mis Il y a le monde privé, France 5, c'est aussi 3% de part d'audience, environ 3 millions de spectateurs. Les conneries que BHL balance là, c'est aussi 2 millions de spectateurs. À mon avis, Bruce aimerait bien que ces vidéos fassent 2 millions de vues. BHL, Enthoven, avec leur discours, ils détournent le mot antisémite pour ce qu'il est vouloir du mal aux juifs. Ils les répètent ad nauseam à des millions de téléspectateurs sur des chaînes avec de plus grandes écoutes. Là, en 2 extraits, je t'ai montré 10 millions de gens qui ont vu cet extrait. Et là, c'est pas France 2 ni TF1. Ce sont des petites chaînes. Encore une fois, ça a 5 ans, ça date de 2019, on est en 2024. Ce discours perdure, il est répété et il est martelé. Un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité. Ce discours, cette fenêtre d'Overton, interdit toutes les critiques à l'égard de la politique du gouvernement. Traduction, si tu critiques le gouvernement israélien, tu es antisémite. Exprimer librement une opinion démocratique devient un délit. On a le droit de critiquer les démocrates ou les républicains aux USA, et même Poutine, sa politique. En Ukraine, mais aussi sur le front de la Russie, il y a des journalistes. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez, mais les journalistes ne sont pas interdits sur le front russe. C'est la guerre, c'est difficile, il y a des risques de mort, mais il n'est pas illégal et c'est pas interdit d'être journaliste sur le front russe. La Corée du Nord, c'est pas le pays le plus fun, les journalistes ont le droit de visiter la Corée du Nord. C'est pas Depardieu et Yann Moix qui vont dire le contraire. Ils sont cadrés, ils n'ont pas le droit d'aller où ils veulent, ils ont un parcours fermé, mais les journalistes peuvent aller en Corée du Nord. En Israël, à Gaza, non. En réponse à Bruce, pourquoi ce besoin quand on parle d'antisémitisme de parler de Gaza? Quel lien tu fais pour croire que les sujets sont liés? Nous sommes censés ce soir parler d'antisémitisme, mais c'est difficile de parler d'antisémitisme sans parler d'Israël. Ben, c'est pas un besoin, c'est une réalité. C'est triste, il faut le déplorer, et on ne peut pas le nier. Faire semblant que l'antisémitisme est indissociable d'Israël en général, ça va être compliqué de faire passer ça pour de la naïveté. C'est pas comme si les instances juives
le CRIF, la LICRA et ses soutiens le mettaient à toutes les sauces. Je vais pas inventer des propos d'un obscur complotiste, je vais citer une députée élue démocratiquement aux législatives de 2024. Je veux que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. Pourquoi? Une députée française, en France, élue par le peuple français, vient d'introduire Israël dans la loi française. Et il ne faudrait pas non plus faire semblant d'oublier des événements, pendant les Gilets jaunes par exemple. Sérieusement, c'est quoi ce triste? Il y a un mouvement social et des injustices. Dans des manifs, il y a des lacrymos, plus que de raison, il y a des mecs qui perdent des mains et des yeux, et BHL nous fait un point Godwin au KLM. Qui ramène tout à l'antisémitisme? Pour un marteau, tous les problèmes prennent l'aspect d'un clou. Pour un sioniste, tous les problèmes sont des antisémites. Donc non, c'est pas Gaza, Israël qui s'impose dans l'antisémitisme, c'est le sionisme qui impose l'antisémitisme au débat en France. Nous sommes censés, ce soir, parler d'antisémitisme, mais c'est difficile de parler d'antisémitisme sans parler d'Israël, puisque tout le monde justifie son antisémitisme par sa haine d'Israël. Le monde déteste les Juifs, donc le monde déteste Israël. Au-delà de la blague et du running gag, je ne sais pas quoi répondre à ce genre de conneries. Je ne sais pas comment répondre à ça. Il n'y a pas de questions idiotes. En revanche, il y a des questions malhonnêtes. Je ne sais pas comment répondre avec intelligence et honnêtement face à ça. C'est de la simple malhonnêteté intellectuelle, de la mauvaise foi au premier sens du terme, de l'ignorance, de la colère peut-être. Mais dans le cas présent, j'ai plutôt l'impression que ça ressemble au système 2 cas du système 1 en réaction H. Bref, au-delà de la blague et du running gag, je ne sais pas comment répondre avec intelligence et honnêtement face à ça. Beaucoup de juifs, des sionistes, s'invitent et s'imposent en dehors d'actes antisémites. Du coup, des choses qui ne sont pas antisémites le deviennent à cause des sionistes. Taxer les riches, c'est pas taxer les juifs, c'est taxer les riches. À mon avis, c'est un retour de boomerang qui revient depuis les années 2019. Ce sont des instances juives, le CRIF, dans 2019, qui ont lancé ce bâton merdeux, et aujourd'hui, avec Internet et les archives disponibles par tous, eh bien, ça revient. Alors, je réponds à Bruce en particulier, mais c'est un peu rhétorique. Premièrement, ces derniers jours, Bruce a beaucoup tweeté, et je comprends qu'il soit trigger. Son historique Twitter est vraiment chargé, et je peux bien imaginer que sa charge mentale et émotionnelle est bien chargée aussi. Alors, lève le pied, va t'amuser avec tes enfants, fais des jeux, allez à la piscine, lâche les réseaux sociaux. Tu te fais du mal, mais surtout, tu vas pas leur faire du bien à eux. Deuxièmement, pour répondre plus précisément à Bruce, faire le lien entre Gaza et l'antisémitisme, c'est mon intime conviction, je la partage avec toi. J'ai le sentiment qu'il s'agit de l'effet Flamby. Fin de mon intime conviction. À mon humble avis, c'est parce que la partie visible ou bruyante, ou les deux, de la communauté juive a abusé et usé du mot antisémitisme. Et ça revient à la gueule de tout le monde. Tout est lié à Israël. Même des goïs sont liés éternellement à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Pourquoi? Tout devient antisémite. Des Français qui se posent la question de l'impôt, de la répartition des richesses, des millionnaires et des milliardaires qui paient moins de 2%. Milner nous fait une fenêtre d'Overton. Taxer les riches, donc taxer les juifs. Et ça devient antisémite. Ben non, taxer les riches, c'est juste taxer les riches. C'est pas un acte antisémite. La réponse est pourquoi des juifs se sentent obligés de tout ramener à eux quand on parle pas d'eux. Comme BHL avait les gilets jaunes qui se font gazer et son point Godwin à lui. Alors c'est une question rhétorique. Dans le cas de Milner et de BHL, ils utilisent les juifs pour dérouler leur doctrine sioniste à eux. Nationaliste israélienne, ultranationaliste. Personne n'a demandé à Milner de mettre des juifs dans taxer les riches, c'est son initiative à lui, pas à celle des goïs et certainement pas au nouveau Front Populaire qui prend une balle gratos. Bon, après Milner, BHL et les gens ce soir-là, ce sont des libéraux, des capitalistes, pas des philanthropes. Et c'est pas comme si d'anciens chasseurs de nazis préfèrent voter FN plutôt que socialiste. RN que NFP. Pour donner la démesure et la dérive du mot antisémite, Bruce a réagi à un Twitter sur Ariel Dombal lors de l'ouverture des JO. Elle avait une robe un peu moche. On aime, on n'aime pas, on a le droit de dire qu'on la trouve moche ou pas. Sauf que, ici, on est antisémite parce que son mari c'est BHL, donc forcément tu comprends, c'est pas la robe que tu trouves moche, c'est toi qui as des relents antisémites. Ça, c'est des réactions what the fuck sur 20. On est sur de l'absurdité sur 20, on est bien d'accord. Donc ouais, le mot antisémite, retour de boomerang, mettre Israël, antisémitisme à toutes les sauces. Comment dire? Il y a eu des étapes préliminaires. On a l'antisionisme qui devient un délit, antisémitisme, à tel point qu'on en arrive à des poncifs super graves. Bon, dans le cas de la robe d'Ariel Dombal, c'est con, mais c'est pas très grave. Mais on a l'ONU qui est antisémite, l'Organisation des Nations Unies qui est antisémite, la CPI qui est antisémite. Mr. Khan takes his place among the great anti-Semites in modern times. C'est à cela que ressemble le nouvel antisémitisme. Il s'est étendu des campus occidentaux vers la cour de la Haye. Et
ils sont décrétés comme étant antisémites. Je te rassure, ni l'ONU, ni la CPI, ils ne sont pas antisémites. Amnesty International est aussi antisémite, selon le CRIF. J'en reparle un petit peu plus tard. Israël a déjà quitté l'UNESCO. L'UNESCO, c'est ceux qui s'occupent du patrimoine mondial, comme les bouddhistes, comme le canal du Midi, comme la Tour Eiffel. Israël a jugé antisémite l'UNESCO parce qu'il voulait préserver des vestiges palestiniens ou syriens, au lieu de construire des infrastructures israéliennes sur des fameux territoires illégaux. Bon, on va pas parler du plateau de Golan parce que ça va m'énerver, je vais en parler de certains. C'est Gilbert Collard qui accuse l'UNESCO d'être antisémite. Gilbert Collard, Front National, RN, extrême droite. Tu te souviens, je te l'ai dit un petit peu plus haut. Un indice fort, en règle générale, ces gens malhonnêtes te disent exactement ce qu'ils vont pas faire. Quand Milner nous dit c'est un syllogisme, tu peux rapidement, système 1, te dire ce n'est pas un syllogisme. Ensuite, avec ton système 2, tu peux chercher ce que c'est à part d'être un syllogisme. Ici, Collard, Front National, extrême droite, nous dit l'UNESCO est antisémite, tu peux en toute sérénité te dire c'est tout sauf de l'antisémitisme. Si lui le dit, c'est que c'est pas ça. Je reviens à Amnesty International, l'apartheid et les tortures. La CPI a diligenté des enquêtes depuis 2019. Ça fait 4-5 ans que la CPI enquête sur des crimes de guerre commis en Palestine. Tiens, c'est bizarre, ça fait 4-5 ans, depuis 2019, que le sionisme critiquait la politique d'Israël. Ça fait 5 ans que petit à petit, le sionisme devient un délit. Il y a une jonction de langage entre anti-sionisme et antisémitisme. Je traduis pour ceux qui ont du mal avec la chronologie. 2019, c'était avant 2023. Donc ouais, avant le 7 octobre 2023, c'était pas le paradis en Palestine, ni à Gaza, ni en Cisjordanie. Et spoiler, c'était pas non plus le grand amour entre les colons illégaux et les Palestiniens dépouillés. Des journalistes britanniques, The Guardian et israéliens, 972 magazines, ont démontré que Bibi, Benjamin Netanyahu, a utilisé les services secrets, le Mossad, depuis 2021 pour faire pression sur des gens et l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, CPI. Je le rappelle, la CPI est antisémite selon Benjamin Netanyahu lui-même. Pour les gens qui ont un petit peu de mal avec la chronologie, 2021, c'est encore une fois avant 2023. 2021, 2022, 2023. Les pressions datent de 2021, avant les attentats du 7 octobre 2023. Ça devient vraiment compliqué. Qu'est-ce qui n'est pas antisémite, à part le soutien inconditionnel. Alors, il n'y a pas besoin de faire de grandes recherches pour trouver l'apartheid en Israël. Il n'y a pas besoin que tu sois un grand reporter à The Guardian, que tu fasses 2-3 années de recherche pour trouver l'apartheid en Israël. Et moi, je te l'ai dit, je suis un petit peu paresseux. C'est écrit dans ce qui fait office de constitution en Israël. Le mariage. Il y a un seul et unique mariage qui est reconnu en Israël. Tous les autres mariages sont nuls. Ils ne sont pas interdits, ils ne sont pas illégaux, ils n'ont aucune existence. L'unique mariage en Israël est un mariage établi par un rabbin reconnu par le gouvernement. Un rabbin religieux qui fait un mariage religieux dans les règles religieuses de l'art, mais qui n'est pas reconnu par le gouvernement. Ce mariage n'a jamais eu lieu. Il n'existe pas, il n'a aucune reconnaissance. Attention, il n'est pas illégal, il n'est pas interdit, il n'a aucune reconnaissance. Bien entendu, le remariage rabbinique se fait entre juifs et uniquement entre juifs. Je veux dire par là, juifs religieux. Si une des deux personnes est juive mais laïque, non croyante, non pratiquante, ben c'est pas possible. Le mariage doit être religieux et uniquement religieux. Tu te doutes que si une des deux personnes est chrétienne, ben c'est pas possible. Et si la personne est musulmane, je te fais un dessin. Et si les deux personnes sont de même sexe, d'après toi, tu devines? Ça s'appelle de la discrimination. Et cette séparation entre deux populations, ça porte un nom. Quand tu mets des gens d'une catégorie d'un côté du mur ou une autre catégorie au fond du bus, ça s'appelle l'apartheid. Et ça, c'est inscrit dans ce qui fait office de constitution en Israël. J'invente rien sur le mariage discriminatoire. Je te mets des liens et des images. Israël renforce ses restrictions sur le mariage. La Knesset maintient la peine de 2 ans de prison pour les couples qui n'ont pas choisi un rabbin approuvé pour leur mariage. Alors, tu vas peut-être trouver cet article qui date de 2022. Je te mets le titre. Alors, 2 choses. La première, il faut lire l'article en entier. L'article ne dit pas c'est open bar. Il dit en substance, c'est possible de se marier, mais les autorités utilisent tous les stratagèmes qui soient pour que ce soit long, fastidieux et très compliqué et très cher. Deuxièmement, nous sommes en 2024. Depuis 2022, les ultra-orthodoxes sont encore plus énervés et depuis 2022, ils ont tout fait pour faire reculer cette loi. Alors, c'est peut-être abstrait pour toi, je vais essayer de prendre un exemple qui te parle. Imagine, en France, tu dois te marier à l'église et uniquement à l'église. Seul le mariage à l'église religieux est reconnu par tes impôts, les enfants à l'école, les arrêts maladie, etc. Tu peux te marier à la synagogue ou faire un mariage musulman, mais ça compte pas. Par exemple, en France, le mariage légal qui compte, c'est le mariage à la mairie. Tu peux faire un mariage celtique, selon la tradition celte, ou Qatar, ou un mariage Warcraft,
ou Klingon, c'est pas interdit, c'est pas illégal de faire un mariage Klingon. Ça te fait plaisir à toi et tes proches, mais ça sert à rien. Il n'est pas reconnu et donc tu n'es pas marié. Je sais pas si ça te parle mieux ou si c'est plus clair pour toi. Oui, Bruce et plein d'autres juifs ont le droit d'être en colère pour ce qu'ils subissent et ils ont raison d'exprimer leur colère. C'est de l'antisémitisme. On les fait chier parce qu'ils sont juifs. Bruce, on l'emmerde pas pour son accent alsacien ni pour ses vidéos. C'est ce que dit aussi Michel Izanavitsu. Et ça n'exclut pas le fait que le plus grand mal qui fait la communauté juive en France, ça vient pour beaucoup des instances représentatives juives. Tu te souviens, je te l'ai dit un petit peu plus haut. L'un n'annule pas l'autre. Lorsque le CRIF et la LICRA approuvent et valident la jonction linguistique « critiquer la politique d'Israël égale tuer antisémite », l'antisionisme politique et c'est légal, l'antisémitisme c'est un délit, c'est illégal. Donc non, c'est pas une personne qui critique qui est antisémite, c'est le CRIF qui est ultra-sioniste. Pour répondre à Izanavitsu, Decaune et Bruce et à tous ceux qui se taisent, pourquoi chaque juif qui dit ou fait une connerie doit-il embarquer son peuple avec lui? C'est le problème des juifs. Si un juif dit ou fait une connerie, c'est la responsabilité des juifs de pas se laisser embarquer dans les conneries de celui ou celle qui a fait une connerie. Spoiler, les femmes juives aussi savent faire de la merde. La connerie n'a ni sexe ni religion. Pourquoi un connard juif ne pourrait pas être juste un connard? Tant que les premiers concernés, les juifs, vont laisser à ces gens-là, le CRIF et la LICRA, confisquer la parole des juifs pour interdire tous les discours qui sont différents de leur discours à eux, sionistes, droite nationaliste, ultra-droite nationaliste, tant que les premiers concernés, les juifs, vont laisser d'autres juifs parler à leur place pour dire de la merde, on va dire les termes, tant que les premiers concernés vont se taire, ça restera compliqué. Ça restera compliqué, mais ça restera compliqué pour les juifs eux-mêmes. Tant que les juifs vont laisser ces personnes s'autoproclamer représentants de tous les juifs de France, représenter les juifs de France, c'est marqué dans le nom, CRIF, la population française, les gens, les goïs, ou aussi les juifs laïcs, les non politisés, bref, les gens en général ont toute la légitimité de croire, en toute sincérité, que ces représentants parlent au nom de tous les juifs. Ils le représentent, puisqu'ils le disent, tous les juifs de France. Je te rappelle gentiment que le CRIF, ça veut dire représentatif des institutions juives de France. Si ces juifs ne se sentent pas représentés, Bruce, Antoine, Michel, let's go, faites-le. Vous êtes en France ou vous n'êtes pas en France? On est dans le pays des râleurs ou on n'est pas dans le pays qui râle? Il y a des gens qui sont contre les méga-bassines. On entend parler d'eux. Il y a des gens qui sont pas contents contre les retraites ou le mariage pour tous. On entend parler d'eux. On entend des instances officielles juives, go contre pouvoir. Les gens qui sont pas contents, dites-le. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je pose ici un avis personnel. Je suis intimement convaincu que plein de gentils, décoys, sont prêts à soutenir et à aider des juifs qui ne se sentent pas représentés par leurs autoproclamés représentants. Voilà, c'est perso, c'est cadeau. Une petite astuce, les soutiens sionistes et ultra-sionistes, on les reconnaît facilement. Ce sont les premiers à dire « il ne faut pas importer le conflit en France ». Je traduis « il ne faut pas faire ce que je suis et très exactement en train de faire ». Si je te dis « ne pense pas à un éléphant », tu penses à quoi d'autre qu'à un éléphant? Donc, si un ultrationniste dit « il ne faut pas importer le conflit en France », c'est exactement ce que il ou elle est en train de faire, et en même temps, il te demande, il t'interdit à toi de ne pas le faire. Je le répète, on reconnaît facilement ces personnes dans le net quand elles affirment quelque chose. Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Si, c'est très exactement ça. C'est un échec. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. J'en ai parlé un petit peu plus haut, la CPI, la Cour pénale internationale, mène depuis 5 ans une enquête sur les crimes de guerre et le mec au pouvoir, Bibi, Netanyahou, utilise les services secrets de l'État pour faire pression et annuler l'enquête qu'il a au cul. Ça sent pas bon. Quand une personne qui a du pouvoir utilise le pouvoir qu'il possède, qu'il met tout ce qu'il a en son pouvoir, au premier degré du terme, pour entraver une enquête qu'il a contre lui, ça veut pas dire que je suis innocent. Ça veut dire, j'ai des trucs encore plus graves à cacher que ce que vous pouvez soupçonner. Et l'actualité semble aller dans le mauvais sens pour Bibi. Au 30 juillet 2024, il y a une grosse polémique. Je parle pas hébreu, mais je te mets la vidéo avec les sous-titres anglais et français que j'ai pu trouver. De mon côté, j'ai utilisé Whisper, qui est une intelligence artificielle qui permet de faire des traductions. Et la traduction faite par Whisper semble corroborer les sous-titres français et anglais. Je te mets un extrait de la vidéo, une commission à la Knesset. Le Knesset, c'est le gouvernement israélien. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. הכל. מצוין. הכל. זה מה שרציתי. הכל, האנשים האלה, אתה יודע מה עשו? Ils sont en train de discuter, si c'est moral ou non, d'enfoncer des bâtons dans le rectum, dans le cul des prisonniers de guerre. À quel moment des gens se disent « on peut en discuter ». Mais le pire, c'est qu'au bout de la table, il y a un mec qui répond « ouais, ça va, on peut mettre des bâtons dans le cul des prisonniers ».
Alors, petit breaking news. Au moment où je tourne cette vidéo et je la montre, j'ai confirmation que cette discussion est authentifiée par d'autres médias, la NBC, The Guardian, et elle est confirmée par des vidéos de surveillance qui ont fuité. Je vais pas te mettre les vidéos, mais on voit des viols de prisonniers faits par des soldats israéliens. Tu sais, la fameuse armée la plus morale du monde. Que la France fera confiance à Tsahal, l'armée la plus morale du monde. Confiance à Tsahal, l'armée la plus morale du monde. L'armée la plus morale du monde. Et je te mets un discours de BHL qui nous dit « Il faut se poser la question morale ». Avec une armée qui, comme toutes les armées du monde, évidemment, commet des erreurs, mais dont j'écris et dont je démontre qu'elle demeure néanmoins la seule armée démocratique que je connaisse où, du haut en bas de la hiérarchie, on se pose du matin au soir des questions morales, essayant par tous les moyens, dans cette situation d'horreur que sont les guerres, d'épargner au maximum les victimes civiles. Il faut pas se poser la question morale, il n'y a pas de question morale à se poser. Non, c'est pas moral. Sérieusement, il y a des gens, des hommes, j'ai pas vu de femmes, qui se posent sérieusement cette question. En France, nos prisons sont affreuses. Nous ne sommes pas du tout un modèle en tant que prison, mais si on découvre que des matons, des gens qui surveillent les prisonniers, violent des prisonniers, on dira, c'est grave, il faut pas faire ça. Il faut punir les matons qui sont des violeurs. Qu'est-ce qui va pas là? Ils disent au KLM, ouais, ça va, ces prisonniers, ça passe. Bien sûr que c'est pas moral en temps de paix, et bien sûr que c'est pas moral non plus en temps de guerre. Alors, je répète, je t'ai pas mis des vidéos des actes super graves, mais je te mets des liens en description, qui sont faits par des journalistes un petit peu sérieux, qui ont fait des enquêtes qui ont duré des mois, et c'est confirmé officiellement par des partis du gouvernement. Je te donne une petite astuce. Se faire insulter d'être antisémite par un sioniste, c'est un peu comme se faire traiter de gogol par un trisomique. Alors j'ai souvent dit sioniste ou ultra-sioniste et tu sais peut-être pas trop ce que ça veut dire. Je te montre avec un dessin. Je te mets ici l'Assemblée nationale française. Ici, tu as la personne au milieu, la personne qui préside, le président de l'Assemblée nationale. En France, c'est Yael Braun-Pivet. Les partis politiques se rassemblent par affinité. Ceux qui sont à gauche du président, ce sont les partis de gauche. Au centre, il y a les centristes. Et à droite, ben bravo, tu as les partis de droite. À l'extrême gauche, tu as les partis d'extrême gauche. Pour info, l'extrême, c'est ici. Le PCF, le Parti communiste français, et NPA, qui sont des partis d'extrême gauche. Et LFI, qui est par ici, donc pas à l'extrême. LFI n'est ni à l'extrême sur les sièges, ni pour le Conseil d'État. Et donc ici, tu as la droite et l'extrême droite. Le Front National, le rebranding du Front National, le RN. Par rapport à notre Assemblée nationale, donc là tu as la gauche, le centre, la droite et l'extrême droite, si Netanyahou et les sionistes étaient en France, ils seraient ici, et les ultrasionistes seraient ici. Ou inversement, si Marine Le Pen ou Bardella étaient en Israël, donc je te mets l'Assemblée nationale israélienne, voilà, donc là tu as la gauche, le centre, la droite, Netanyahou il est plutôt là à droite, donc il est pas tout à fait à l'extrême droite, il est déjà encore plus à droite que lui, et Marine Le Pen et Bardella seraient par là, pas tout à fait au centre, mais plutôt avec les modérés. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette info. Avant de conclure, quelque chose de super important pour moi, il y a quelque chose qui me terrifie, encore plus, et j'ai vraiment peur que ça arrive. La dérive et l'abus du mot antisémite, de son utilisation. Il y a eu Weinstein, DSK ou Gérard Müller, ça c'était avant 2024. Et je le sens arriver, il va y avoir un producteur véreux ou un journaliste qui se croit tout permis, un homme avec du pouvoir qui se croit au-dessus de tout et il va violer des femmes. Mais ce sera pas un viol, ce seront des femmes antisémites parce qu'elles accusent un juif de viol. En 2024, des accusations de viol, c'est toujours compliqué. Il y a encore des imbéciles pour dire il y a de fausses accusations. En statistique, et quand on fait des mesures, en dessous de 7%, ça veut dire OSEF. On s'en fout. Ça fait partie des erreurs de mesure de l'épaisseur du trait. Tu as déjà été à l'école, tu t'es déjà servi d'une règle à l'école. Si je te demande de mesurer 7 cm, ok, ça va, ça passe. Mais si je te demande de mesurer 6,17 cm, ça va être compliqué. Tu peux assez facilement faire 6,15 ou 6,2, mais 6,17, à cause du stylo, à cause de l'épaisseur du trait, ben ça va être imprécis. Donc oui, il y a moins de 6% de fausses accusations. Je traduis. Il y a plus de 95% de vraies accusations. Plus important, il y a encore plus de viols sans accusation, des femmes qui se taisent. Ça, c'est plus important que 6%. On estime que les viols sans accusation sont bien au-dessus de 50%. Ça peut même monter à 80%. Donc, il y a beaucoup plus de femmes qui ne portent pas plainte que d'accusations tout court. Là, tu as les accusations. Là, tu as les fameuses fausses accusations. Et là, tu as les viols sans accusation. Voilà. J'espère que tu te rends bien compte. Et le viol des hommes, enfin, les hommes qui se font violer, sont tabous. Et eux aussi, c'est supérieur aux fameuses fausses accusations de 6%. Et demain, en plus des fausses accusations, on va avoir des femmes antisémites. Pour moi, c'est bien plus qu'une pente glissante. Je suis vraiment terrifié que ça puisse arriver, qu'on puisse utiliser et tordre et pervertir l'antisémitisme et qu'on puisse l'utiliser pour violer en toute impunité ici en France ou dans tout pays libre. Le CRIF est en train de créer un monstre, l'antisémitisme inversé. Des gens, des racistes qui veulent du mal à des juifs, des antisémites, des agresseurs contre les juifs, ça se transforme petit à petit et je suis terrifié à l'idée que des victimes de viol puissent être que et uniquement antisémites lorsque leur violeur sera un juif. Pourquoi
pourquoi un connard juif ne pourrait pas être juste un connard? Et pourquoi est-ce qu'un violeur ne peut pas être juste un violeur et pas la victime d'une antisémite? Voilà, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, ce n'est pas du Nostradamus prédiction, ce n'est pas non plus une pente glissante, c'est vraiment une terreur que j'ai et je la partage avec toi. C'était assez long et je vais essayer de conclure en quittant la politique et la polémique, d'être un peu plus léger. Il y a longtemps, j'ai regardé le film presque autobiographique de Gad Elmaleh. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu penses ce que tu veux, du plagiat, gate, etc. Petite digression en passant, Matt Podcast, 2011-2016, Matt a clairement plagié plusieurs youtubeurs aux USA. C'est ce qu'on reproche aussi à Gad et un peu ce qu'on reproche aussi à The Great Review. Copier, c'est pas la mention la plus honorable. Pour autant, Matt recopiait avec beaucoup de talent et avec beaucoup de réinterprétation. Par exemple, j'aime beaucoup cette chaîne YouTube qui fait beaucoup de reprises. Notre Francis Cabrel National, ou bien tous ces lots qui reprennent Thunderstruck à leur sauce. Copier, en effet, c'est pas forcément très bien, et à mon avis, l'erreur de Matt, c'est de pas avoir fait un gros mea culpa et d'avoir nié contre les évidences. C'est peut-être ce qu'on reproche aussi à Gad. Mais un grand philosophe a dit, rien n'émerge du néant. Bref, j'ai regardé son film presque autobiographique, Reste un peu, dans lequel il raconte son envie de se faire baptiser et de se convertir au catholicisme. On quitte la politique, Gaza, l'antisémitisme, les polémiques, etc., mais pas tant que ça. Et on revient un petit peu sur les propos de Isana Vitsu et Bruce, d'avoir l'impression d'être obligé d'être juif, de réagir en tant que juif, de penser en tant que juif, en gros d'être juif avant. Et avec cette conclusion, on va essayer de comprendre et de réfléchir un petit peu autrement à ce sentiment. Cette conclusion, ma conclusion à cette vidéo n'est pas une réponse, c'est un élément pour mieux comprendre. On écoute pour comprendre, tu te souviens. Donc non, j'ai pas de solution miracle et non, je n'ai pas de formation à te vendre. Mais on peut mieux comprendre de l'intérieur le malaise extérieur dont on parle Michel, Bruce et plein d'autres juifs. Et c'est pour ça que je quitte le milieu commun de la politique de l'antisémitisme et de notre immunité commune. Est-ce qu'on arrêterait de tuer des enfants à Gaza? Pour revenir sur l'intimité de Gad Elmaleh. Moi, j'ai bien aimé le film Sa tendresse. J'ai fait partie un temps des gens qui en ont voulu à Gad. Pas parce qu'il est juif ou comme je jugerais antisémite, mais parce que je l'aimais bien lui et que je me suis senti trahi parce que les blagues qu'il faisait et que j'aimais de lui, ben peut-être ces blagues n'étaient pas de lui. C'est injuste parce qu'il faut au moins lui reconnaître le talent de réinterprétation. Personne ne va dénigrer nos acteurs de doublage français parce qu'ils doublent des films étrangers. Ils ont un vrai talent d'interprétation. J'aurais dû au moins reconnaître ça à Gad. Tout ça pour dire que, comme pas mal de gens, j'étais en colère contre lui, plus ou moins injustifié, je l'ai boycotté, et je suis tombé sur ce film. Il partait avec des a priori, des mauvais a priori, et je pensais voir un film nul, et m'en moquer gratuitement. J'ai bien aimé le film, il m'a ému, et c'est pas une revue de cinéma. Je spoil sans trop spoiler, Gad ne cache pas son amour pour la Vierge Marie dans la vraie vie et il en fait un film pour raconter son histoire. Je me répète ici, il n'y a pas de méchants, des antisémites, des morts, des massacres, etc. Il y a juste Gad et sa famille qu'il aime, ses parents qu'il aime comme des parents, son entourage qui tient à lui, des gens intentionnés, des gens qui sont bien intentionnés à son égard. Des gens qui veulent du bien à Gad. Mais la violence de cet amour m'a bouleversé. Quand Gad dit à une partie de sa famille ou que ses parents apprennent qu'il veut se faire baptiser, c'est d'une violence. La mère dit carrément, tu changes de Dieu, tu changes tes parents, fais-toi adopter. Son père dit, on n'a pas envie de te perdre, comme s'il allait mourir. Je te spoile pas, mais ce sont les vrais parents de Gad dans le film. Il a vraiment utilisé ses vrais parents, sa vraie sœur et ses vrais amis dans le film. Et vraiment, pour son entourage juif, Gad est mort. Il n'existe plus. Il est exclu de la communauté, ostracisé. Moi, j'ai sincèrement eu le sentiment qu'il était mort aux yeux de ses proches. C'est mon sentiment à moi, rien de plus. Et là, je me suis dit, imagine, au lieu de la religion, il voulait changer de sexe. Les propos des parents et de l'entourage seraient clairement transphobes, sans aucune ambiguïté. Pour son bien avec amour, ses propos seraient transphobes. Il y a une pression sociale et religieuse, l'entourage de Gad sur ses épaules et le chantage affectif. Mais ce chantage affectif de la part de Gad en particulier, c'est stratosphérique, c'est catosphérique. Je comprends l'amour d'un papa, d'une maman pour les enfants et je comprends leur inquiétude, leur peur à eux. Mais ça ne peut pas, pour mon petit cœur sensible, l'amour pour Gad est vraiment violent et ultra violent. J'ai écouté. Promis, j'ai écouté, j'ai compris, pour moi ça reste très violent et catastrophique de violence affective. Il y a une pression pour l'empêcher de se faire baptiser. Pour autant, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas d'insultes, ni de bagarres, ni d'autres violences d'un blockbuster. C'est dans le feutré, avec des mots tendres, de bienveillance et même des mots d'amour. Et Gad en parle lui-même avec beaucoup de tendresse et d'amour. Il fait jouer ses propres parents dans leur propre rôle. Juste pour un truc spirituel qui appartient à l'individu. Ici, on peut palper la pression de la communauté sur les épaules de Gad. C'est souriant, c'est une comédie, c'est léger. Pour autant, la pression qu'il subit est bien réelle. Il y a une scène très drôle avec des juifs qui lui parlent de prière. La scène est lunaire, elle est très drôle, amusante, légère, mais elle reste quand même très grave à mon goût. En tout cas pour moi. J'ai senti de la pression sur les épaules de Gad. Je me trompe peut-être, ce n'est que mon ressenti. Et c'est pas grave si tu vois ça d'une manière différente. Dans l'ensemble, moi j'ai ressenti la pression sur les épaules de Gad et les personnes qui étaient avec moi quand on a regardé le film.
Alors, spoiler, toutes ces pressions vont influencer le show de Gad. En 2024, il n'est toujours pas baptisé. Là, c'est cool, c'est une comédie, chill, pépouze, il n'y a aucun âge, il n'y a pas vraiment d'enjeu, autre que le bien-être et l'équilibre spirituel et affectif de Gad, et à la fin, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Et maintenant, imagine de la violence extérieure, l'antisémitisme, la violence intérieure, un juif qui a de la famille, des amis, ou peut-être en Israël, peut-être victime du 7 octobre, ou qui vivent dans la peur, dans des territoires légaux ou illégaux, le déchirement. D'un côté, il n'y a pas photo, Netanyahou est corrompu, il n'y a pas de procès au cul, et ça va être chaud pour lui. C'est pour ça qu'il confisque le pouvoir et qu'il veut continuer la guerre à tout prix. Et de l'autre, c'est quoi le rapport entre des enfants de 6 ans qui meurent et des connards avec des kalachnikovs? C'est quoi le discours? C'est on tue les terroristes tant qu'ils sont bébés avant qu'ils deviennent adultes? On en est vraiment là chez les sionistes? Je t'ai parlé de la Semaine nationale en France, Marine Le Pen et Bardella. Bardella qui est marié à la nièce de Marine Le Pen. Faut pas oublier de dire que le père de Marine Le Pen, Jean-Marie, a une forte tendance fasciste, comme le père de Netanyahou. Le père de Benjamin Netanyahou et le père de Marine Le Pen avaient les mêmes idées politiques, plutôt fascistes, en tout cas d'extrême droite très très dures. Je finis par un petit peu de contexte. Le 7 octobre, les juifs qui ont été massacrés, c'est pas n'importe quel juif. Ce sont des juifs pacifistes, pour la paix, favorables pour trouver des solutions entre les Palestiniens et les Juifs. Je sais pas si ça a été dit dans les médias, parce que j'écoute pas trop la télé, mais j'ai l'impression que ça n'a pas été trop dit. Alors pour toi, ça peut paraître un petit peu abstrait. Parmi les morts qu'il y a eu le 7 octobre, il y avait un concert. Je vais essayer de t'expliquer avec d'autres mots et des choses un petit peu plus communes. Woodstock, ça tu connais, tu en as déjà entendu parler. À l'origine, c'est un projet purement commercial et faire plein de pognon. Et puis, il échappe à tout. En 1969, des hippies, des beatniks, le flower power, des gens qui sont pour la paix, des pacifistes, se réunissent pour un festival de musique. À cette époque, c'est la guerre au Vietnam. La ségrégation aux USA reste très forte. L'apartheid, les Noirs et les Blancs, vient à peine d'être aboli. Les Noirs sont loin d'avoir les mêmes droits que les Blancs. Le Ku Klux Klan reste très très fort et très actif. Et je parle pas des femmes ni le droit à l'avortement. Ce concert représente la paix dans le monde, mais pas uniquement la fin de la guerre au Vietnam ou des droits des Noirs aux USA. C'est l'espoir en général et la fête en particulier. Bref, tu as un festival avec des pacifistes, des beatniks qui font la fête, des gens qui sont pour la paix. Et imagine, là, paf, tu as des Black Panthers qui débarquent et qui butent tous les Blancs. Voilà. Le 7 octobre, c'est pas que des gens qui ont été tués. Ce sont des gens qui voulaient la paix qui ont été tués. C'est pas uniquement des Juifs, ce sont des pacifistes avant tout qui ont été massacrés. Et je sais pas comment finir. Donc voilà, système 1, système 2. Les gens de droite et plus de droite vont continuer à avoir des antisémites partout, c'est-à-dire là où il n'y en a pas. Même dans des accords de paix, même dans des journaux israéliens qui font bien leur boulot pour dénoncer les propres dérives de leur propre pays ou de leur gouvernement. Et si tu es une personne normale, gentille, plutôt sympa, tu vas avoir tendance à pas en voir alors qu'il y a de l'antisémitisme. Par exemple, Bruce, quand les gens lui rappellent qu'il est juif, une fois c'est chiant, 30 fois c'est pénible, c'est de l'antisémitisme. Voilà, j'ai bien conscience que c'était pas trop structuré et ce n'était pas mon souhait, je ne voulais pas un truc rigoureux, froid et impersonnel, dans lequel ça aurait ressemblé à voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. C'est ni mon style, ni mon envie, je voulais plutôt quelque chose d'organique entre toi et moi, et c'est pas moi qui vais te dire quoi penser ni comment il faut penser. Il y a ceux qui disent il faut penser différemment, moi je préfère te dire réfléchis par toi-même. Mais c'est difficile de réfléchir par soi-même, je t'en ai parlé dans la vidéo de présentation, ici la Lord de Pommer, c'est difficile de chercher et c'est difficile de comprendre ce qu'on a trouvé. C'est facile de se tromper et de faire des erreurs, d'être convaincu qu'on a compris un truc et en fait non, se rendre compte qu'on s'est trompé et qu'on n'a rien compris du tout. Je t'ai montré des illusions rigolotes au début et parfois ces illusions sont moins rigolotes. Elles peuvent être dangereuses pour toi, ton entourage et ceux que tu aimes. On a le droit de pas tout savoir sur tout et c'est pas très grave. On a le droit de faire des erreurs et c'est pas très grave. Reconnaître une erreur et admettre cette erreur, c'est très dur et notre cerveau ne nous aide pas du tout. Mais tu peux t'aider toi-même en te disant si je fais une erreur, c'est pas très grave. Au moins j'aurais appris un truc. Mais il faut vraiment que tu saches que notre cerveau ne nous aide pas à reconnaître nos propres erreurs. Une erreur, c'est pas une catastrophe, c'est pénible, c'est très désagréable et on n'en meurt pas. Et peut-être que ça peut t'aider à ne pas chercher les erreurs chez les autres. Voilà, cette fin est un petit peu bancale, donc abonne-toi, mets un pouce vers le haut, mets des commentaires si t'as des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, on est poli, on est courtois, on met pas d'insultes, puis les commentaires sont ouverts. Au revoir!